Donc, Parfait. merci à vous tous d'être là aujourd'hui. J'ai le plaisir donc de vous partager les quelques apprentissages que j'ai pu faire à partir de mon mémoire de recherche au CELSA sur les pratiques transmédiatiques et les pratiques d'appropriation des social deduction games et des communautés en fait des social deduction games. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de culture ludique de différents social deduction games, donc en particulier le loup-garou, le plus connu étant Tierce-lieu, et Among Us. Du coup, pour commencer, je voulais avec vous faire un petit jeu et activité pour vous mettre un peu dans la peau de ce que j'ai pu faire lors de mon mémoire. Donc ici, vous avez quelques cartes, des mécanicartes. Donc ça, c'est un jeu. Donc je vous montre la boîte ici qui a été fabriquée par le collectif Prismatique. C'est un jeu sur les jeux pour pouvoir pour comprendre la logique et les différentes mécaniques qui sont utilisées dans les jeux auxquels vous jouez. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de vous mettre dans le chat votre jeu préféré ou un jeu que vous avez joué récemment et d'essayer d'associer à un de ces concepts. Donc, les cartes vertes, ce sont les compétences demandées aux joueurs ou requises pour jouer au jeu. Et donc, d'associer le jeu de votre choix à une de ces 10 compétences. Par exemple, tout simplement le memory, ce serait le principal concept qui serait associé, ce serait sans doute la mémorisation, mais peut-être un jeu que vous avez joué et que vous souhaitez partager ici. Alors, est-ce que quelqu'un se lance? La guitare, la dextérité, ouais, très bonne réponse. Moi, j'ai quelques exemples aussi ici. J'ai sorti quelques boîtes de ma ludothèque. Donc, par exemple, The Mind, qui a été As d'or de l'année, donc un jeu assez connu dans les jeux de société contemporains. Je l'ai associé avec l'observation, parce qu'il faut observer les gens avec qui on joue pour pouvoir gagner. C'est un jeu où il faut faire une suite numérique de nombres dans un ordre établi. Oriflamme, qui a été aussi As d'or, j'ai mis calcul et logique. Donc, voilà. Et Twinit, qui est un jeu comme un Memory, justement, mais qui est un mélange entre le Memory et le Jungle Speed. J'ai mis mémorisation et rapidité. Voilà. Est-ce qu'on a des exemples que vous avez mis? Hop. Ouais, les jeux de rôle, la narration, c'est très important, effectivement. Terra Mystica, oui, c'est un super jeu. Logique, observation, calcul. Alors ça, je trouve cette réponse très intéressante. C'est totalement vrai. En plus, il faut vraiment comprendre qu'un jeu peut vraiment avoir plein de concepts associés. Et donc, ça, je vous ai montré les cartes vertes pour faire un exemple court, mais il y a aussi des cartes oranges proposées par les mécanicartes, qui sont les cartes de matériel. Donc, vous avez des cartes, figurines, par exemple, et les cartes bleues qui représentent les mécaniques de jeu. Et là, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Vous avez autant donc la mécanique de la majorité, du pooling, les identités secrètes dont on va parler forcément, ou par exemple le draft, qui sont des mécaniques ludiques vraiment spécifiques à certains jeux. Pour le loup-garou et tous les social deduction games, moi j'avais fait ce petit tirage, le bluff, donc la confrontation, la coopération aussi, et le matériel créatif. Pourquoi le matériel créatif? On va y revenir bien sûr, mais c'est un jeu qui est vraiment manipulé, et c'est ça qui est intéressant et qui m'a intéressé tout au long de ma recherche. Alors, pourquoi parler finalement de jeux de société et quelle est la différence entre les jeux? Moi, j'aimais bien l'exemple de la guitare parce qu'en fait, c'est autant un jeu que le tennis, que les jeux vidéo, que les jeux de société, ou les jeux traditionnels de la belote, le yams, les dominos, ou tous les jeux qui sont un peu entre les deux et des jeux qui vont se situer entre le jeu de société et le jeu vidéo. Il y a une très bonne vidéo, je n'ai pas le temps de vous la diffuser parce qu'elle dure 8 minutes, mais je vous conseille vraiment d'aller la voir. C'est Manuel Rosaille qui est le créateur, un créateur de jeux très, très, très bon, qui explique ce que c'est le jeu de société contemporain. Et il se met en scène un peu dans cette vidéo YouTube en disant mais qu'est-ce que je dois répondre à quelqu'un qui me demande ce que je fais dans la vie et qui pense tout de suite au Monopoly quand on parle de jeu. Il essaye d'expliquer comment on invente aujourd'hui des jeux qui peuvent être justement dans la frontière entre ce que peut être un jeu de stratégie comme les échecs et un jeu vidéo, ce que peut être le sport aussi et un jeu de cartes. C'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc, je vous conseille vraiment par la suite d'aller voir sa vidéo.
Mais alors du coup, pourquoi parler spécifiquement donc de social deduction games, des jeux de société à rôle caché, dont le loup-garou est l'exemple le plus fondamental, et pourquoi dissocier donc ces social deduction games du reste des jeux? Moi, ce que j'ai aimé dans cette étude, c'est que en fait, quand on parle de loup-garou, on a tout de suite en tête cette image, Tire-ce-lieu, un jeu qui a été créé il y a à peu près 20 ans par Philippe Despalières et Hervé Marly, par l'éditeur lui-même. Mais en fait, ce qui est vraiment essentiel ici, c'est de voir qu'il ne s'agit pas, enfin, le loup-garou, c'est pas ce jeu-là, mais ça peut être aussi les autres loups-garous créés et édités. Donc le loup-garou américain, Ultimate Werewolf, le loup-garou japonais, Jinru, le loup-garou pour une nuit aussi, ou des loups-garous en ligne. Là, vous avez l'exemple de Wolfie et de loup-garou en ligne.com. Tout ça, c'est vraiment des loups-garous qui se complètent les uns les autres et qui proposent des expériences de jeu différentes. Et les allers-retours entre ces jeux, c'est ça qui est vraiment le plus intéressant parce qu'ils arrivent à concerner finalement toutes les communautés qui peuvent y jouer. Le loup-garou, c'est aussi donc toutes les applis autres qu'on peut trouver, que ce soit sur Google Play ou App Store, mais aussi sur Steam et même des jeux en réalité virtuelle et sur d'autres jeux comme Minecraft ici représenté. Donc en fait, c'est un jeu qui va permettre une appropriation des espaces de jeux qui ne sont absolument pas faits pour y jouer à la base. Mais il y a tout un mode sur Minecraft, par exemple, où on peut jouer au loup-garou. C'est aussi jouer au loup-garou sur d'autres espaces donc, qui sont vraiment en dehors normalement du jeu. Ici, un exemple sur Discord ou sur Facebook. Là, c'est un classement, par exemple, des parties qui sont jouées sur Messenger et qui sont retranscrites ensuite dans un groupe fermé. Là aussi, on utilise vraiment l'espace du chat pour pouvoir jouer directement au loup-garou. Donc, c'est des modalités qui sont évidemment différentes. Le loup-garou, pour rappel, c'est vraiment normalement un groupe de personnes d'une taille assez restreinte, mais quand même plus grande qu'un jeu de société normal. Donc, environ 8 à 15 personnes en général, qui se réunissent en rond, avec un meneur de jeu qui va pouvoir donner des rôles avec donc des identités secrètes. Et donc, c'est des successions de phases de nuit et de jour, enfin la nuit où les loups vont désigner une victime, des rôles aussi qui vont pouvoir agir, et les périodes de jour où on a des votes qui s'établissent et où donc la communication va être centrale pour pouvoir décider qui serait le coupable. La victime idéale pour les loups qui vont pouvoir se déguiser en villageois pour pouvoir convaincre le maximum de personnes, et inversement, donc le village qui doit trouver les loups. C'est vraiment important parce que on a vraiment cet esprit de communication qui est à la base de tous les social deduction games. Je parlais de matériel ludique tout à l'heure. Voici d'autres exemples de loups-garous, des cartes créées de toutes pièces, mais aussi des rôles qui, donc là, par exemple, sont dérivés totalement de Tire-ce-lieu avec donc Dumbledore qui joue finalement le rôle de Cupidon parce qu'il désigne deux personnes qui vont être liées à la vie et à la mort, c'est-à-dire que si un personnage meurt, l'autre le sera aussi. Mais il y a aussi vraiment des créations de loups-garous de toutes pièces avec de nouvelles mécaniques, et de nouveaux rôles qui vont compléter l'expérience ludique proposée. C'est pour ça que je vous ai proposé ce petit jeu au début avec les mécaniques cartes, parce que sans le savoir, c'est ce que fait tous les créateurs de loup-garou et souvent tous les joueurs investis de communautés, soit en présentiel, soit en ligne. Et ça, c'est vraiment essentiel dans l'expérience qui est proposée, parce que dans toutes les communautés que j'ai pu observer, il y a toujours un moment où on n'a pas forcément le jeu de cartes à disposition, alors on va écrire sur des bouts de papier, voire murmurer à l'oreille des joueurs le rôle qui va être proposé. Et c'est vraiment là qu'on se dit « Ah, mais en fait, si on fait ça, alors quelqu'un veut avoir Cupidon dans la partie, quelqu'un d'autre veut avoir telle chose. » Et donc, on va mélanger des rôles, et c'est la création donc, qui va être à l'origine de toute cette expérience ludique qui fait que les gens jouent aujourd'hui aux social deduction games. Donc moi, dans mon étude, il y avait vraiment une dualité que j'ai assumée dans ma recherche, c'est que je suis une joueuse, je faisais partie d'une communauté de joueurs de loup-garou,
Et donc j'ai pu faire une observation vraiment participante, tout en évidemment en ayant une réflexivité sur mes pratiques. Mais aussi donc j'étais dans la peau d'une chercheuse avec une vraie bibliographie et un vrai processus de recherche en information et communication. Donc mon mémoire, ça s'intitulait donc les pratiques transmédiatiques et les pratiques d'appropriation des communautés de joueurs de social deduction games. Je vous ai mis en couleur les termes finalement les plus intéressants. On parle vraiment de communauté de joueurs au pluriel, par exemple, parce que on ne peut pas voir une communauté unie et qui sème de toutes parts entre les joueurs qui jouent en ligne et les joueurs qui jouent en présentiel. Mais c'est vraiment dans les pratiques transmédiatiques, justement, c'est-à-dire l'aller-retour entre les différents types de médias que les joueurs se sont entendus. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc finalement, je me suis posé la question dans quelle mesure les pratiques transmédiatiques des communautés de joueurs de loup-garou engendrent des modalités d'appropriation propres aux social deduction games, ce qui participe à l'élaboration d'une culture ludique singulière. Donc question complexe, mais qui résume justement ce dont je veux vous parler aujourd'hui, le fait qu'il y ait une vraie naissance d'une culture ludique spécifique aux social deduction games. Donc, pour répondre à cette question, évidemment, j'ai fait quelques hypothèses de recherche, notamment sur le lien entre communauté de joueurs et l'espace ludique convoqué, c'est-à-dire que chaque communauté de joueurs, pour moi, a vraiment un lien avec son espace, et que ce soit un espace ludique ou ce que j'ai pu appeler espace métaludique, c'est-à-dire toutes les sphères de communication possibles, que ce soit les groupes Facebook ou Discord ou même Twitter. J'ai pu aussi réfléchir au fait que les pratiques transmédiatiques donnent lieu à des appropriations et à des pratiques interformats des différentes variantes existantes. C'est-à-dire que le fait de faire des allers-retours entre un jeu en ligne, un jeu en présentiel mais qui a été créé par un joueur, permet de vraiment renforcer la culture ludique du jeu. Et en fait, c'est le fait de faire des allers-retours entre les différents types de jeux qui existent qui permet de s'approprier encore davantage le jeu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est encore plus majoritaire chez les maîtres du jeu que chez les joueurs lambda. Et enfin, du coup, dernière hypothèse, les pratiques transmédiatiques et les pratiques d'appropriation font émerger une culture ludique spécifique au jeu du loup-garou. Donc c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui, et je prendrai aussi l'exemple de Among Us plus tard, sur le fait que les social deduction games ont vraiment... il y a vraiment une émergence d'une culture ludique spécifique, puisque c'est cette question de l'appropriation qui est au cœur de tous ces enjeux. On a vraiment dans tous les cas l'appropriation qui rentre en jeu également. Puis on a vraiment des jeux qui sont créés et appropriés par les joueurs, ce qui fait vraiment qu'on a presque l'apparition d'un ce que j'ai pu appeler bien commun, où le jeu n'appartient plus à ses éditeurs ou aux créateurs, mais aux joueurs. Donc pour mener ma recherche, j'ai suivi plusieurs méthodologies. Donc l'enquête en ligne que j'ai pu faire, réutiliser en fait les mécaniques cartes que je vous ai montrées au début, où je proposais aux joueurs de noter chaque carte et chaque concept ludique par rapport au jeu du loup-garou. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir que, en fait, même si vous vous souvenez des 10 concepts que je vous ai montrés sur les 36 cartes totales des mécaniques cartes, tout correspond au loup-garou, que ce soit l'observation, le calcul, la logique, même la mémorisation, d'une manière ou d'une autre, on peut tout faire rentrer là-dedans. Et c'était vraiment intéressant parce que j'ai demandé aux gens qui ont répondu au questionnaire de noter entre 0 et 5 chaque concept. Et au total, il y a toujours, chaque concept a au moins reçu une réponse positive, au moins 1 sur 5 par exemple, pour le jeu du loup-garou. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça montre que c'est vraiment un jeu complet et complexe. Et c'est pour ça que ça appelle vraiment cette appropriation, parce qu'on peut tout faire avec. J'ai aussi mené des entretiens avec des joueurs, entretiens sociologiques, pour pouvoir vraiment comprendre comment ce processus d'appropriation a eu lieu chez eux.
Et j'ai fait aussi des entretiens avec des professionnels du métier, donc Étienne Mineur de chez Volumic, Éric Viennot qui est un des premiers créateurs de jeux transmédiatiques, enfin qui s'autoproclame en tout cas créateur de jeux transmédiatiques, et Michael Le Bourris qui qui gère l'entité Asmodee Research, donc sur tout l'aspect recherche sur le jeu de société dans le groupe Asmodee. Ça a été aussi complété par des analyses sémiotiques des sites en ligne où on peut jouer au loup-garou, donc surtout loup-garou en ligne et Wolfie, du social data listening, surtout sur les communautés présentes sur Twitter, et une observation participante, comme je le mentionnais plus tôt. Donc, cette analyse, et grâce à ces méthodologies, j'ai pu conclure différentes choses. J'ai pu voir que vraiment le loup-garou est un jeu de communication, et j'appuie là-dessus parce que c'était vraiment intéressant, qui concerne donc un nombre de joueurs conséquent. C'est un jeu où on joue en groupe, et donc à partir du moment où il y a un nombre de joueurs important, on est dans un cadre social et socialisant finalement, où la relation en jeu et hors jeu est presque confondue, et c'est souvent la cause de problèmes où les gens vont s'emporter, ou enfin ça va montrer des personnalités. C'est des choses qui sont souvent revenues dans les entretiens que j'ai pu faire et que j'ai vécu dans mon observation participante. Et donc le fait d'analyser ce jeu sous le prisme de l'infocom, c'était vraiment très intéressant de voir donc ce fait que on peut dire que la culture ludique des social deduction games est très liée justement avec les enjeux de la communication en groupe et dans une situation de débat. D'ailleurs, l'histoire du loup-garou, je fais un petit aparté, mais qui est vraiment intéressant. À l'origine, c'était un jeu russe qui s'appelait Mafia, qui a été inventé par un professeur universitaire qui voulait montrer à ses élèves, pour répondre imaginer une réponse à la question: est-ce qu'un groupe de personnes est plus influente, ou a plus de pouvoir ou non, si donc c'est un gros groupe mais qui ne sait rien, ou un petit groupe mais qui sait beaucoup. Donc pour le loup-garou, c'est le petit groupe, c'est les loups-garous, donc qui ont toutes les informations parce qu'ils savent qui est loup-garou, qui est villageois, et donc il suffit après de déduire qui pourrait avoir un rôle. Mais c'est quand même eux qui ont toutes les informations dans le jeu. Et le groupe de villageois qui donc se réveille avec sa carte de simple villageois, qui ne sait rien du tout et qui doit tout déduire, mais en même temps qui est toujours, et enfin ça c'est important, toujours les villageois sont plus nombreux que les loups-garous. Donc voilà, c'est des choses qui réveillent un peu des théories de communication pures et dures, en fait, qui n'ont pas forcément rapport avec le jeu, mais qui sont vraiment essentielles. J'ai pu aussi confirmer donc ma première hypothèse dont je mentionnais tout à l'heure l'existence. Donc les communautés sont définies en fonction des espaces ludiques du loup-garou. On a vraiment des groupes de joueurs en ligne, des groupes de joueurs en présentiel qui se confondent peu, à part justement dans ces allers-retours transmédiatiques que j'ai mentionnés plus tôt. Dans la deuxième partie, j'ai vraiment réfléchi et travaillé sur la variété des pratiques et des formats. Et j'ai pu voir donc le lien structurel entre les pratiques transmédiatiques et les pratiques d'appropriation. Il y a vraiment quelque chose où, à partir du moment où les joueurs expérimentés font des allers-retours entre les jeux en ligne, hors ligne, ou alors les différents types de jeux hors ligne qui, par exemple, qui existent, le jeu américain, le jeu français, japonais, etc. Il y a vraiment une culture de l'appropriation qui se crée, et une culture de la convergence, pour citer Henry Jenkins, qui est le fondateur de la pensée sur le transmédia, qui s'applique. On voit aussi des pratiques transgressives qui structurent des communautés alternatives, c'est-à-dire que les créateurs du jeu de tierce-lieu, créateurs français, sont peu pour l'appropriation de leur jeu, et du coup c'est pour ça que j'ai pu parler de transgression. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans la création de communautés structurées autour du loup-garou, où les joueurs savent très bien qu'ils sont dans une pratique qui est essentielle pour eux, le fait de créer, de s'approprier le jeu, mais qui est vraiment complexe, puisque les créateurs sont a priori hostiles à leur pratique. Enfin, du coup, j'ai pu définir la culture ludique, ses codes, ses valeurs et ses structures
en prenant, pour appui donc, les apprentissages précédents. C'est ce qui est pour moi intéressant, c'est qu'on voit la naissance vraiment d'un commun, un bien commun, la culture ludique comme culture de la convergence, où les joueurs, reprennent possession de ce qui pouvait être, leur, propriété. Donc comme je le disais, il suffit vraiment de bouts de papier pour jouer au loup-garou, où on met, loup-garou, voyante, sorcière et compagnie, ou donc des rôles inventés pour jouer. Ou même si on a peur que les bouts de papier ne se ressemblent pas et donc on sait qui a tel rôle, il suffit juste de glisser dans l'oreille les rôles aux joueurs. Donc finalement, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'acheter une boîte? Enfin, généralement, dans ce que j'ai pu voir dans mon enquête, les joueurs les plus investis sont ceux qui se détachent le plus de tierce-lieu et qui vont investir dans les jeux japonais, américains ou les autres jeux édités. Mais c'est aussi ceux qui sont les plus collectionneurs, donc c'est pas forcément, en termes de système économique, c'est pas forcément parce qu'on est dans la transgression qu'on est aussi dans la rupture totale. Donc le loup-garou, comme on l'a pu voir, fait vraiment, crée vraiment une culture ludique singulière, à l'exemple des autres social deduction games. Donc moi, je me suis vraiment principalement appuyée sur cet exemple de jeu, dans ma recherche, puisque c'était vraiment mon cas d'étude. Mais j'ai soutenu mon mémoire en octobre 2020. L'arrivée de Mangus et d'autres exemples aussi de social deduction games en ligne ou hors ligne m'a forcément beaucoup inspirée et j'ai suivi beaucoup en faisant une veille très aboutie sur ce sujet puisque c'était vraiment la continuité de mon mémoire. J'ai pu voir donc des enjeux à l'issue de mon mémoire aussi que j'ai un peu expliqué, analysé au sein de mon mémoire, mais ce serait intéressant de continuer cette recherche. C'est la question des femmes dans le jeu. Est-ce que les femmes ont une place principale ou pas? À quel point elles sont joueuses occasionnelles, habituées, expérimentées? L'impact des jeunes générations dans les pratiques d'appropriation également, puisqu'on voit que c'est surtout donc les jeunes personnes qui s'approprient le jeu. Et donc, ce serait vraiment des questions à se poser dans un cadre professionnel pour savoir comment créer un jeu qui puisse être adapté, et notamment par les jeunes générations. Et, une approche économique sera assez intéressante aussi pour compléter cette approche de mon mémoire, ainsi que donc une comparaison avec les autres cultures ludiques. Donc maintenant, comme j'expliquais, Among Us est apparu, est né, a été fondé en 2018, mais a été vraiment popularisé cet été. Il faut comprendre que Among Us, c'est un jeu qui, à l'origine, était pensé pour être joué en LAN, c'est-à-dire en Local Area Network, une convention où les gens ramènent leur PC avec eux et jouent ensemble dans le même endroit physique, mais en ligne. Donc évidemment, c'est quelque chose qui peut pas marcher d'une manière extrêmement où il y a des milliers de joueurs. Aujourd'hui, en novembre 2020, on a compté environ 500 000 joueurs sur Among Us. Et justement, j'ai mis la vignette du Z-Event. C'est quelque chose qui a rendu encore plus populaire le jeu. Il y a eu une vraie montée cet été, mais le fait que le jeu a été énormément streamé par les gros streamers, notamment en France, mais aussi évidemment aux États-Unis, ça a donné une vraie popularité à ce jeu. Et souvent, donc, les streamers disaient: ah, mais c'est comme un loup-garou, mais en ligne. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le jeu est arrivé sur la Switch le 15 décembre 2020 et depuis décembre, il a eu de moins en moins de joueurs à jouer, mais là, on a compté une nouvelle avancée de nombre de joueurs, puisqu'il y a une mise à jour qui s'appelle The Airship, qui est sortie le 31 mars 2021, donc il y a quelques jours, moins d'une semaine. Donc qui fera sans doute renaître un peu de ses cendres le jeu en remettant les joueurs dessus.
Ce qui est intéressant, et moi ce qui m'a vraiment intéressée, c'est que suite à ma recherche sur le loup-garou, donc j'ai suivi les différentes annonces, enfin, ou les investissements des communautés sur le jeu, et on voit vraiment la même tendance d'appropriation qui fait donc pour moi la culture ludique des social deduction games. Donc c'était vraiment une approbation des résultats que j'ai pu faire sur le loup-garou, puisque quelques mois plus tard, donc on voyait ce genre d'articles ou de vidéos. Donc Among Us in VR Chat, donc quelqu'un qui a transformé Among Us pour que ce soit en 3D. Un tuto sur comment fabriquer une boîte d'AirPods avec un stylo 3D. Donc encore là, c'est de l'investissement, de l'engagement de la part des joueurs pour s'approprier. Donc, enfin, je vous ai pas parlé de tout ce que j'ai pu trouver pour le loup-garou, mais il y avait autant des fanfictions que des adaptations en film, en court-métrage, en musique aussi. On avait des playlists de loup-garou qui étaient créées par les joueurs, enfin, etc., etc. Là aussi, donc c'est un exemple où les gens s'engagent pour leur jeu, ce qui fait vraiment une bulle autour du jeu et donc une bulle culturelle, fait qu'on considère le jeu comme plus qu'un simple divertissement à un instant T. On a aussi vraiment eu un gros engouement autour de Among Us avec les élections américaines, notamment avec AOC, donc la politique démocrate qui a dit un jour sur Twitter, pardon, tiens, si on jouait à Among Us pour montrer aux gens à quel point il est important de voter. Là aussi, on revient sur les conclusions que j'ai pu faire sur le fait que un jeu de communication, enfin le fait que la communication soit vraiment une mécanique de jeu a une importance fondamentale pour les social deduction games. Là, c'est vraiment ce qu'elle a pu montrer et ça a vraiment pris énormément d'ampleur. Elle a fait quelques parties, notamment avec les plus gros joueurs de ce jeu cet été. Et il y a eu des conséquences du coup du côté du parti de Donald Trump où on voit des hackers qui essayent de hacker le jeu, qui sont du côté de Donald Trump. Enfin, ça a été vraiment une espèce euh, de conversation, enfin, où les gens essayent de faire un truc sur Among Us, les autres essayent de démonter le jeu. Enfin, c'est quelque chose qui était assez intéressant d'observer et qui mériterait vraiment une étude pour compléter ce que j'ai pu dire, mais qui va avec le fait que c'est vraiment un jeu de communication. On a donc aussi d'autres annonces sur le fait que voilà, des fans qui créent des stories, enfin des histoires, des choses qui complètent le monde de Among Us et des objets dérivés, des choses comme ça qui viennent renforcer le fait qu'on a des pratiques transmédiatiques, des pratiques d'appropriation qui font le jeu. Et enfin, du coup, il y a quelques jours, là on voit, l'article date du 15 mars, un partenariat, et donc un crossover entre Fall Guys, qui est sorti en même temps, enfin, qui était vraiment popularisé aussi cet été, et Among Us, et donc avec l'image de Among Us dans Fall Guys, où donc c'est un nouveau skin possible. Ce qui fait que comme je sais pas sur Fortnite, il y a Neymar, on peut jouer avec le skin de Neymar, voilà, de la même manière finalement sur Fall Guys, on peut jouer avec le skin d'un crewmate, comme on dit, de Among Us. Donc c'est vraiment des choses qui renforcent la culture du jeu. On voit l'image, on sait tout de suite à quoi c'est associé. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je pense que j'ai tenu la demi-heure qui m'était attribuée. Je vous invite à télécharger mon mémoire. Je vais vous mettre le lien dans la conversation également. Et pour pouvoir regarder la bibliographie ou les différentes parties si ça vous intéresse davantage. Et je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, je suis là.